Merci de nous suivre si vous nous rejoignez, mesdames et messieurs, 24 janvier 2019, 24 janvier 2023. Cela fait exactement 4 ans depuis que Félix Tshisekedi Tshilombo est à la tête de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous allons faire un bilan, un numéro spécial. Nous sommes ici sur le plateau de la RTNC avec un invité des marques. Lui, c'est Fiyou Ndondoboni. Il est président du parti politique Orange, parti proche de la majorité, c'est-à-dire parti proche à l'Union sacrée. Il est également président de l'Ordre national des architectes ONA. C'est avec lui que nous allons essayer de décrypter les bilans du président de la République par rapport aux différentes réalisations enregistrées dans le Congo profond et même ici à Kinshasa. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine RDC Infrastructure et Développement. Fiyou Ndondoboni, merci d'avoir répondu à notre invitation. Bienvenue. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Ça a toujours été un grand honneur. Et surtout quand il s'agit de partager avec la population des actions concrètes de réalisation et la stratégie du développement que le chef de l'État a mis en place pour une relance définitive de cette nation qui a vécu des années et qui a vraiment besoin d'avoir un socle qui va lui permettre un développement intégral et définitif. Merci. Ça va faire 4 ans exactement depuis que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est au pouvoir. Aujourd'hui, vous êtes politique, président d'un parti politique. Nous sommes en 2023, c'est une année électorale où nous sentons dans tous les états-majors des partis politiques des agitations, des accusations parfois gratuites. Quelle est votre lecture d'entrée de jeu par rapport au bilan du président de la République? Au-delà de cette considération purement politique, tel que vous aviez dit, il y a des agitations par-ci par-là, le chef de l'État, une fois au pouvoir, a eu un rêve pour le Congo. C'est-à-dire qu'il s'est engagé pour prendre le pays d'un point A vers un point B, au-delà de toute considération politique. C'est-à-dire le travail qu'il est en train de faire, ce n'est pas un travail seulement pour de fins politiciennes, mais c'est beaucoup plus pour matérialiser un rêve, matérialiser une vision, concrétiser un engagement politique qu'il a toujours eu. Et c'est dans ce sens-là que dans sa méthodologie de travail, dans son approche du travail, dans sa façon de faire, il est en train de faire d'une manière différente. Je vais expliciter d'une manière concrète un peu cette stratégie du travail qui fait qu'aujourd'hui, le pays va se retrouver sur un socle qui permettra un développement intégral. Donc, pour répondre à votre préoccupation, d'une manière générale, je veux dire que le bilan du chef de l'État est positif. Positif par rapport à son plan de travail, par rapport à sa méthodologie de travail, par rapport à ce qui est réalisé jusqu'en ce jour. Nous disons que le bilan est positif. Il a pleinement le droit de s'engager de nouveau de manière à ce qu'il finalise toutes ces choses pour lesquelles il a établi déjà un socle de développement. Est-ce qu'en 5 ans, c'est possible de finaliser tout ce qu'il a promis, vous croyez? Oui, en 5 ans, ce n'est pas possible. Mais en 5 ans, c'est possible de mettre en place de base. C'est ce qu'il a fait, justement. Parce qu'aujourd'hui, le Congo est rêvé en 2036, en 2050. Qu'est-ce que devrait être le Congo en 2036? Qu'est-ce que devrait être le Congo en 2050? Il y a toute une planification avec des actions qui sont prévues pour qu'en ces années-là, le Congo se retrouve avec des indicateurs de performance qui lui fera entrer parmi le pays qu'on appelle le pays émergent. Vous savez que parmi les indicateurs les plus importants, c'est qu'on appelle l'IDH, Indice de développement humain. C'est un indicatif hyper important qui prend en compte les niveaux d'éducation. Aujourd'hui, on a un taux, à l'arrivée du chef de l'État, on avait un taux d'analphabètes de 33% dans ce pays. Mais avec les initiatives qu'il a prises de 5 ans ici, ce taux a baissé de 33% à 25% dû à l'action de la gratuité. Parce que nous avons plus de 5 millions d'enfants qui sont allés à l'école à cause de ces programmes de la gratuité. Donc, dans la conception du chef de l'État, la gratuité va avoir un impact sur notre IDH au niveau de l'éducation. Parce que pour que vous soyez compté comme un pays émergent, l'IDH doit être 0. Or, nous, aujourd'hui,
0%. Or, nous, aujourd'hui, on est parti de 33% à 25%. Donc, on est en train de baisser. Peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, avec tous ces efforts-là, ces niveaux vont être zéro et nous allons régler cette question de l'IDH dans le secteur de l'éducation. Il y a un autre secteur important de l'IDH, c'est les conditions de vie. Dans les conditions de vie, il y a les transports. Conditions de vie, il y a la nourriture, il y a la durée de vie, parce qu'il faut que la durée de vie augmente. Pour que la durée de vie augmente, la question de la santé doit être réglée. Il y a toutes ces questions qui sont d'une manière globale les indicateurs les plus importants sur lesquels la vision du chef de l'État est focalisée, de manière à ce que, effectivement, sans jambage, sans difficulté, le Congo soit traité parmi les pays émergents dans les années qui viennent. Donc, nous reviendrons peut-être avec d'autres détails quand nous parlerons des actions concrètes qui annulent les différents indicateurs. Quand on parle, par exemple, de la question de la santé aujourd'hui. La santé universelle. Il y a la santé universelle, c'est vrai. Mais est-ce que les gens savent que là où il y a Mama Emo, ex-Mama Emo, l'hôpital général, est-ce que les gens savent qu'il y a un grand hôpital présidentiel, un grand hôpital moderne qui prendra, où le chef de l'État, le ministre, les différentes autorités et la population va avoir la possibilité de se faire soigner au même standard que la Belgique, les États-Unis et autres? Est-ce que la population le savent? Les gens ne le savent pas. Mais si vous allez à Mama Emo aujourd'hui, oui, il y a un grand chantier. Il y a un grand chantier qui est en train de se terminer. Nous avons fait un tour là-bas. Voilà. Et d'ailleurs, nous allons demander au directeur général du BSECO, parce que c'est la structure qui coordonne les travaux. En tout cas, nous jetons un coup de chapeau et demandons faire un tour ensemble avec lui pour essayer de faire voir ça à la population. Et là, c'est une fierté. En passant, oui, c'est un architecte congolais qui est le maître d'œuvre de ces projets. Et que je salue en passant, c'est un confrère qui est, je crois c'est Yala qui est en train de faire. Donc, un architecte congolais qui fait ce travail pour dire que, en ma qualité de président justement de l'ordre, c'est une fierté de voir que l'architecte congolais produit et va faire la fierté de ces projets dans les cas de ce secteur de la santé. Vous avez fait allusion ici à la gratuité. Question directe, réponse directe. Est-ce que la gratuité, nous pouvons dire aujourd'hui que c'est une réussite, la gratuité de l'enseignement? Aujourd'hui, la gratuité, c'est un succès aujourd'hui. Parce qu'il faut qu'on se le dise, la première année, quand le chef de l'État a pris cette décision de lancer, effectivement, c'est pas tout le monde qui a suivi au même... Lui, il avait déjà couru, il était déjà beaucoup plus loin, mais les gens étaient dans l'hésitation. Mais la deuxième année, nous avons vu, cette gratuité a été maîtrisée. Et aujourd'hui, ce n'est plus le débat, parce que la gratuité est ancrée. Et si vous allez, je suis allé à l'intérieur du pays dernièrement, j'ai vu la satisfaction. Peut-être ici à Kinshasa, on ne sent peut-être pas dans d'autres écoles, mais quand vous allez dans la périphérie, vous allez à l'intérieur, vous allez trouver la joie qu'a la population par rapport à cette gratuité. Le Mirneval que le PCE hier, c'est Mirneval, un enfant, un parent qui avait 8, 10 enfants, peut-être ils vont jusqu'à 15 ans. Il peut épargner aujourd'hui. Il peut épargner aujourd'hui. Faire un projet. Faire un projet. Et cet argent est orienté vers autre chose. Donc, ici à Kinshasa, on peut faire de bruit. Mais cette question de la gratuité est vitale. Cette femme, hier, qui était considérée comme secondaire, parce qu'il fallait faire un choix entre l'homme et la femme, ou le garçon et la fille, qui devraient aller à l'école. Aujourd'hui, il n'y a pas ces choix, il n'y a plus ces choix à faire. Les deux vont à l'école parce qu'il y a une opportunité qui est offerte à tout le monde d'aller au moins avoir le niveau primaire qui te permettent de réfléchir, de critiquer, d'analyser, de compter, et que la femme ou le jeune garçon ne se trouve pas seulement orienté vers les activités primaires sans avoir l'éducation. Et là, c'est un succès aujourd'hui. Tout le monde reconnaît, il n'y a plus de bruit autour de cette question parce que ça a été maîtrisé et inclus même dans le budget de l'État. Parce que cette gratuité est prise en charge à 100% par le financement de la République. Hein? Nous sommes partis de 4 ou 5 milliards de dollars. Aujourd'hui, on est à 15 milliards. Dans ces budgets, il y a également la question de la gratuité. Et dans cette gratuité, il y avait des difficultés énormes par rapport au nombre d'écoles. Les effets induits à la gratuité. Oui, il y avait des difficultés aussi par rapport aux ressources humaines. Parce qu'il y avait des agents, des enseignants qui
bon, je n'ai pas mon carnet avec tous les chiffres, mais du moins je peux dire de manière approximative, les enseignants qui étaient de nouvelles unités, il y avait des enseignants qui n'avaient pas de salaire, bien qu'ils enseignaient. Il y avait toute cette composition de choses. Aujourd'hui, c'est annulé. Il n'y a plus tous ces problèmes. Et les enseignants, malgré la gratuité, ils ont vu leur salaire augmenter de plus de 45%. L'amélioration de 90, je sais pas, à 400 quelque chose, 1000 francs congolais, plus de 300% d'augmentation salariale. La base a été complètement changée. Donc vous comprenez que là, ce sont des actions importantes. Mais vous savez, quand on est un leader, on a une vision pour une transformation positive de sa nation. Deux fois, on n'a pas le courage ou la force de dire ce que l'on est en train de faire. On préfère que les gens constatent. Parce que quand je te fais, soit je te fais un don, ou je t'offre quelque chose, moi-même je commence à en parler, ça donne l'impression que ça n'a rien à voir. C'était pas donné avec sincérité. Vous comprenez? Donc c'est un peu cette compréhension, je l'ai faite sur la personne du chef de l'État, la manière dont il est en train de travailler. Et il est en train de travailler. Nous allons constater qu'effectivement, nous étions sur le plan A, on n'est plus sur le point A, on est déjà à point C ou D, parce que les choses avancent. Il y a quelqu'un qui m'a dit, Monsieur Aimé Mutombo, quand tu seras sur le plateau aujourd'hui, essaie d'expliquer un peu aux gens. Moi, j'aime qu'on dise que si la plupart des dirigeants qui ont précédé à la tête de ces pays avaient la volonté politique du président Félix-Antoine Tshisekedi, on serait plus loin. J'ai transmis votre message, mais parce que nous parlons de la gratuité, il y a aussi des gens, des personnes de bonne volonté qui accompagnent, qui viennent aussi en appui d'une manière privée. Là, j'aimerais, il y a un cas qui m'a pertinemment touché d'un homme, d'un privé qui est dans le secteur privé, mais qui a mis la main dans la poche pour agir avec un acte de générosité. Il y a une école, c'est l'épée de Tchumbu, Institut Toko à Mwanda. Après les dernières pluies, cette école était complètement... Il y avait un éboulement. Après une forte pluie, il y avait vraiment un éboulement, mais il a mis la main dans la poche pour faire un acte de générosité. Lui, il s'appelle Robert Nyondo. C'est quelqu'un qui assiste beaucoup les gens. C'est depuis des lustres, on voit. Il met la main dans la poche avec ses moyens pour assister. Alors, j'aimerais que nous puissions voir cet élément et puis on se retrouve juste après. Les pluies qui se sont abattues dans la cité côtière de Mwanda, 17 au 9 janvier 2023, ont provoqué l'éboulement des 4 salles de classe de l'EPD Tchumbu Makumbu et Institut Toko. En tant que père de famille soucié de la jeunesse congolaise en général et celle de Mwanda en particulier, le notable Robert Nyondo a pris l'engagement de financer la reconstruction de cet établissement scolaire dans les conditions confortables afin de sauver l'année scolaire des centaines d'enfants qui commençaient à perdre espoir. À l'occasion de la visite de M. Robert Nyondo Toko. C'est depuis la création de ces écoles que nous étudions dans des conditions inhumaines, liées à la construction des bâtiments en briques adobe. Vous avez jugé bon de nous venir en aide en construisant notre école dans des conditions confortables. Une fois de plus, Papa Robert Nyondo Toko recevait nos remerciements les plus distingués. Nous disons et nous vous remercions. Profitant de son séjour à Mwanda la côtière, Robert Nyondo est venu en personne au bloc 12 apôtres pour régonfler le moral des troupes ce mercredi 25 janvier sur le chantier de cette école conventionnée Ebenem avec un message très clair. Il faut très rapidement finir avec les travaux afin de permettre aux enfants de vite retrouver le chemin de l'école. Débuté le 13 janvier dernier, les travaux sont dans le temps, mais il n'y a pas une minute à perdre. Sur le site, il a pu contempler le travail de bout en bout. Un travail qui suscite joie et encouragement pour la population.
À chacune de ces apparitions, l'opérateur économique originaire du territoire de Mwanda fait désormais l'objet des ovations. C'est grâce à ses œuvres, signe d'un espoir qui se concrétise. Dans un autre chapitre, différentes couches socio-professionnelles de la population ont, dans le cadre du séjour du PDG de la Sodimas à Mwanda, échangé sur des questions visant le développement du territoire pétrolier. Sagesse Bompoutou Zayadio a subi la chirurgie de son œil gauche. Malheureusement, elle doit encore subir la même opération pour corriger les défauts de réfraction. Ses parents sont venus frapper à la porte du chairman Robert Nyondo pour solliciter son appui financier en vue d'une prise en charge de l'enfant par un spécialiste à Kinshasa. Merci beaucoup. Biso tokutana na problème tozana ngo mwana na biso liso zotungisa emiso zotungisa kae ndeto yokati amakambu na yo azosala kati na bato to yango pusaki biso to ya pembeni na yepa sunga biso na oya sali libiso ntuka nzambe atika ete ya ibele zongela kati na ye. La délégation des jeunes ressortissants du territoire de Mwanda conduite par Depapi Mbachi est venue remercier le patron de la Sodimas pour ses actions en faveur de la population. Dans le souci de renforcer l'unité pour combattre la division qui a longtemps affaibli le territoire de Mwanda, la GERTEM a fait savoir que le notable Robert Nyondo a une mission divine de combler le vide de leadership politique dans cette partie de la RDC. Fiyundo Doboni, vous venez de suivre cet élément de Robert Nyondo, acte de générosité. Est-ce que vous avez un tout petit commentaire par rapport à cette réhabilitation de cette école qui appuie aussi la gratuité? C'est une satisfaction. Oui. Vous comprenez que on est dans la joie quand on voit les autres également s'épanouir. Oui. Et si on a des cœurs comme ça, je pense que c'est une très bonne chose. Le chef de l'État est allé au Kasaï, la première visite officielle au Kasaï, quand il est arrivé, au-delà de tristesse personnelle qu'il avait, c'est aussi la tristesse de constater que le propre fils ont eu du mal à se faire loger au Kasaï, parce qu'ils n'ont pas construit au Kasaï. Vous comprenez? Quand vous voyez quelqu'un avec un cœur, de rentrer, de poser des actes, de s'occuper de sien, c'est toujours, ça fait sortir de l'ordinaire. Et nous encourageons, nous le félicitons, et je pense que c'est un exemple, et beaucoup d'autres personnes pourront le suivre. Et les différents acteurs politiques, nous devons apprendre à rentrer chez nous et faire, quand je dis chez nous, c'est-à-dire à l'intérieur, chacun, quand on remplit la carte d'électeur, on dit quand même, on donne aux différentes origines. Rentrez, si vous avez la possibilité, construisez des résidences là-bas, allez en vacances là-bas, développez votre environnement au-delà de ce que le gouvernement ou l'État peut faire. Mais il faut encourager les gens à le faire. Vous avez à Kinshasa 15, 25, 30 villas à vous-même à Kinshasa ici. Pourquoi vous n'en construisez même pas 5 chez vous? Ils n'assistent même pas les populations riveraines qui n'ont pas assez de moyens. Non, il faut aller faire développer le sien. Voilà pourquoi, c'est là que je dis que pour confirmer un peu le message que tu as transmis. Robert Nyondo. Voilà. Si on avait des chefs de l'État comme Félix Antoine Tshisekedi, oui. La conception de ces programmes des 145 territoires, la volonté et la volonté de changer et en voyant le Congo, non pas d'une manière sectorielle, mais d'une manière globale. Parce que s'il voyait le Congo d'une manière sectorielle, le constat qu'il a fait au Grand Kasaï quand il a fait sa visite, et que quand la population lui a posé la question sur la solution du problème des Kasaï, il a répondu, la question du Kasaï trouvera sa solution dans le cadre du programme des 145 territoires. Donc c'est pour dire que je vois en tant que chef de l'État du Congo, pas mon intérêt en tant que ressortissant de cette province, mais je vois dans ma position de chef de toute une nation et je dois régler les problèmes d'une manière globale. Mais c'est un comportement, c'est une attitude d'un leadership de nouveau genre, un leadership que nous appelons au sein du Parti Orange utile et transformateur. Vous comprenez? Et là, c'est pas tout le monde qui réfléchit de cette manière. C'est une question de cœur.
Exactement, cœur, volonté, détermination. Merci beaucoup, Fioun Ndoboni. Par là, c'est un message qu'on vous lance et nous disons félicitations à Robert Nyondo, félicitations au PDG Robert Nyondo Sodima. Par rapport aux infrastructures, Fioun Ndoboni, vous êtes architecte, président de l'ONA. Quelles sont les infrastructures qui vous ont marqué aujourd'hui? Parce que vous savez, il y a des gens qui n'aiment pas les présidents de la République, qui ne cessent de dire, voilà, les bilans négatifs, il n'y a rien qui est fait. Mais pendant que si nous circulons aujourd'hui à Kinshasa, nous constatons qu'il y a un grand changement. L'Office des voiries et drainage OVD fait un grand travail, nous voyons. Il y a le projet ABC, il y a le projet Moderne Construction, il y a le projet Zéro Trou Kinshasa. Aujourd'hui, à moins qu'on soit de mauvaise foi. Mais quelle est votre lecture en tant que technicien, en tant qu'architecte? Oui, effectivement, il y a un grand travail qui s'est fait côté infrastructure. Comme je dis tout à l'heure, par rapport aux différents secteurs de la santé, je parlais de cet hôpital qui est en train de se construire. Il y a les infrastructures routières qui, avec l'opération Zéro Trou, il y a un grand travail qui est en train de se faire. Je voulais prendre la route, aller vers Selemba ou aller à Lupin, oui. Mais je me suis dit que la route 24 novembre, il y a trop d'embouteillages au niveau du marché. On m'a dit qu'il y avait des routes secondaires qui ont été réhabilitées, parallèles à 24 novembre. Sosa, oui. À Sosa. Et je prie à Sosa, je suis allé jusqu'au niveau de la commune de Boum. J'ai dépassé même, oui. Je suis sorti vers l'hôpital de Sana. Oui. Sana, et j'avais dépassé tout. Et vous étiez étonné? J'étais positivement étonné, j'étais satisfait de voir que toutes ces routes-là sont asphaltées. Il y a Sosa, celle qui vient après, toutes ces routes-là sont asphaltées. Et j'ai emprunté, et c'était une grande joie. Je dis, voilà, c'est une très bonne chose. Les routes secondaires. Aujourd'hui, il y a des routes qui n'existaient pas. Il y a des coins où on n'a jamais vu même un petit caniveau. Jamais. Je dis même pas des centimètres de caniveau. Mais aujourd'hui, je suis allé à la station, j'étais vers la station Ma Campagne et je voulais aller il y avait un embouteillage. Oui. Je suis passé derrière une station ML. Là, on me dit que non, tu peux prendre Kwamutu, oui. Cette avant. Et j'entre, je prends Kwamutu, je dis, oh, mais cette avenue est déjà asphaltée. Oui. J'ai pris cette route-là et elle a même continué jusqu'un peu plus au fond, récupérer d'autres routes, tout ça. J'ai été agréablement surpris. Donc, pour dire que certainement, il y a beaucoup d'autres qui ont été faits dans la ville. Massikita, la même chose. Oui. Je pris Massikita, j'allais... C'est le projet ABC, Alliance des bâtisseurs du Congo. Voilà. Ce sont les Congolais qui se sont unis voilà. Pour donner un coup de pouce et travailler pour voilà. le bien-être. Donc, tout ça, ce sont des actions positives qui ont été faites. Il y en a beaucoup. En dehors de Kinshasa, le Congo n'est pas seulement Kinshasa, oui. C'est toute la République. Il y a la jonction des milliers de kilomètres de routes qui ont été construites. J'étais la semaine passée à Matadi. J'ai vu comment il y a des grands travaux également qui sont en train de se faire dans les cas d'entretien, maintenance de routes, tout ça, tout ça. Mais il faut toujours travailler. Donc, toujours travailler, toujours améliorer. Donc, ce qui fait qu'au-delà de toutes ces bonnes choses, il faut maintenant que toutes ces personnes qui accompagnent le chef, comme vous avez cité le DG de l'OVD et tout le reste, Victor Toumba, tout ça, ils fassent le meilleur d'eux-mêmes, de manière à ce que le travail ait un impact beaucoup plus, soit encore beaucoup plus visible. Donc, il faudra faire cet effort. Pour je crois que le DG, mais ce qui est vrai aussi. Mais je signale quelques éléments oui. Où je vais interpeller les DG à aller voir rapidement la question au niveau de Willery, là, parce oui. Que la population passe souvent vers Régie des Eaux. Il y a des grands trous là-bas. Il faudra que... non, c'est déjà réparé. Peut-être vous êtes la dernière fois que vous êtes passé là, c'était quand? Bon, si c'est réparé. Bon, essayez de repasser là aujourd'hui voilà, après l'émission. Si c'est fait, vous allez voir, oui. Il y a d'autres... Non, il fait un grand travail. Donc, félicitations on à lui. ne le dit pas pour le flatter, ouais. Mais Victor Toumbachi qui est là, à la tête de l'OVD, il y a beaucoup de changements qui sont en train de se faire sentir, on le sent. On voit, parce que s'il ne fait pas bien, on va le critiquer ici sur le plateau. Justement. Mais quand on le dit, c'est-à-dire que
Non, félicitations si c'est déjà fait, donc c'est une très bonne chose. Donc il faudra, dans l'allure qu'il a déjà prise, parce que je le vois sur terrain, j'ai même oublié, je l'ai vu sur terrain en train d'expliquer un projet au Kaluka, le pont, tout ça. Le pont Luboudi. Le pont Luboudi qui devrait... donc, tout ça, il a déjà traversé le pont là, on a déjà mis le tablier. Voilà, donc tout ça, ce sont des infrastructures en fait, qui n'ont jamais existé. Exactement. Qui n'ont jamais existé. Et quand Luka aujourd'hui, qui se voyait oublié, et cette infrastructure va l'ouvrir. Je crois que la route est prévue. Ça va réduire les embouteillages. Et puis aujourd'hui, la jonction vers côté 24, ça sort directement vers 24 novembre. Vous voyez. Donc, ce qui fait que quand Luka va être totalement désenclavé, et c'est une très bonne chose. Il y a aussi autre chose, M. Fiyou Ndobo, il sait que les gens confondent. Les gens pensent que Félix Tshisekedi peut résoudre les problèmes des infrastructures, c'est-à-dire un délabrement enregistré, c'est-à-dire l'accumulation d'une dégradation de routes de plus de 20 ans. Est-ce que vous êtes architecte, dites-moi un peu, est-ce que Félix Tshisekedi, malgré sa volonté, je sais qu'il n'est pas un magicien, est-ce qu'il peut répondre à ces problèmes en 4 ans? Non, c'est impossible. C'est impossible en 4 ans parce que... D'abord, voilà pourquoi dans les cas de PDL 145 territoires, pour aller beaucoup plus vite, il y a eu la stratégie de routes en terre. Oui. Donc, faire rapidement des routes en terre pour permettre la mobilité. Oui. Et puis, faire passer les matériels. Donc, c'est plus ou moins 8000 km de routes en terre qui sont censées être ouvertes. Et puis, plus ou moins 30 000 km de réhabilitation des routes en terre existantes. Vous comprenez? Parce que les travaux ont leurs exigences. C'est-à-dire, si tu dois faire une route, 1 km, 2 km, il y a la durée qui entre en danse. Oui, il y a la durée qui entre en danse. Le facteur temps. Le facteur temps, c'est comme un béton aujourd'hui. Si tu fais le... C'est vrai, tu peux mettre d'autres éléments additifs pour renforcer peut-être la solidification de ces bétons. Mais d'une manière générale, quand tu fais une structure, tu dois attendre après couvrage au minimum 21 jours pour que le béton ait la maturité. Oui. Donc, il y a des exigences de délai dont on n'a pas le choix, il faut le respecter. Mais il y a des gens qui ne comprennent pas cela. Il y a des gens aujourd'hui qui essayent de mettre la confusion dans les têtes des gens. Je suis très content d'avoir un technicien en face de moi. J'aimerais qu'on puisse vraiment en parler et expliquer aux téléspectateurs qu'il y a les facteurs temps qui entrent en danse. Exactement. Même si on a tout l'argent avec soi. Félix n'a fait que 4 ans à la tête de ce pays, mais il a trouvé une forte dégradation des infrastructures de plus de 20 ans. C'est-à-dire nous sommes en train d'y aller. Oui. Parce qu'en fait, c'est que dans la stratégie du chef de l'État pour le développement du Congo, la chose d'ailleurs la plus importante, c'est là que je dis que c'est vraiment un stratège, parce que il n'a pas... S'il faut attaquer chaque point du Congo, on est perdu. Très perdu. On est très perdu parce qu'il y a des problèmes à tous les niveaux. Partout. Partout. N'importe qui, n'importe quel secteur, il y a le problème. Alors, quelle est la meilleure méthodologie? La meilleure méthodologie, ce n'est pas attaquer le problème, mais c'est voir quel est le fondement, les socles, qui permettra à ce que tous ces problèmes soient réglés. Aujourd'hui, nous sommes partis, c'est un exemple que je donne, nous sommes partis, le budget est parti de 4 milliards ou 5 à 15 milliards aujourd'hui, à moins de 4 ans. On est à 15 milliards d'aujourd'hui. J'ai suivi un débat hier sur une chaîne où l'interlocuteur disait que le chef de l'État n'atteindra pas son objectif en termes de budget, son engagement à la campagne, qui était de 86 milliards. Pendant les 5 ans. Non, ce n'était pas 5 ans. Il avait dit 86 milliards en 10 ans. Oui, en 10 ans. En 10 ans. Okay, c'est une moyenne de 8,6 milliards l'an. Il avait dit 86 milliards en 10 ans. Donc aujourd'hui, nous sommes à la 4e année. On a atteint un budget de 15 milliards l'an. Donc si nous allons avec cette allure et que la population lui fait confiance, parce que je sais que la population lui fera encore confiance pour lui donner un deuxième mandat. Donc c'est l'objectif qui sera atteint parce que la courbe est ascendante. Vous comprenez? Donc ça monte. Donc c'est un peu pour corriger un peu cet interlocuteur qui est passé dans une chaîne, un média également, pour donner son point de vue. Mais ce n'était pas en 5 ans, en 10 ans. Donc l'objectif sera certainement atteint. Alors, je reviens un peu
à ce que je disais. Je perdais un peu le fil d'idée. Vous étiez en train de parler, d'expliquer par rapport au temps, par rapport à la technique, par rapport au temps que les infrastructures doivent prendre pour la maturité. Justement, les temps est indispensable. Sinon, on ne s'en sort pas. Aujourd'hui, je dis à une personne qui est à Bruxelles, et la personne à Bruxelles me dit, Fiou, amène-moi ces colis que tu prendras chez Aimé. Je dis, ok, je te l'amène demain. Pour prendre le vol, Kinshasa, Bruxelles, c'est 8 heures de vol. Oui. Mais s'il me dit, donne-moi ça en 4 heures, c'est impossible. Oui. Je ne saurais pas lui donner en 4 heures. Donc, j'ai un parcours. Je dois arriver à Njili, je prends l'avion, je fais 8 heures de vol, j'atterris, je passe par l'immigration, je récupère le bagage. C'est dans les 10 heures, 9 heures. Donc, ce qui fait que, quelle que soit la volonté j'aurais à te l'offrir en 4 heures, je ne saurais pas le faire. Parce que le facteur temps, le mécanisme ou l'agencement des choses a un minimum absolument qu'il faudra respecter. Alors, j'étais aussi en train de dire, comme exemple, que dans la stratégie du chef de l'État, il a mis en place ces socles-là. On a atteint 14 milliards de dollars aujourd'hui. Parce qu'il y a une question qui se pose. Mais les 14 milliards de dollars, les gens ne sentent pas les 14 milliards dans le panier de ménagère. Panier de la ménagère. Qu'est-ce qui est là-bas? Alors, mais comment est-ce que les gens vont sentir ces 15 milliards si les gens n'ont pas du travail? Parce que les gens étaient habitués au Prézo, tout ça. Tu prends l'argent, il distribue l'argent. Non, ça c'est une mégestion. Maintenant, le chef de l'État travaille dans le cadre d'un circuit fermé. L'argent entre, ça circule, donc le cycle-là doit être fonctionnel. Et ce qui fait que tout le monde va avoir les moyens. Alors, pour que tout le monde ait les moyens, il faut que les gens travaillent. Il faut réfléchir sur l'emploi. Ceux qui travaillent sentent les changements. C'est-à-dire les enseignants, les fonctionnaires, tous ces gens-là sentent déjà les changements. Il faut saluer aussi par là, Fiyundo de Boni, la patrouille financière de Jules Alinguetti, parce qu'il joue aussi parmi les bilans du président de la République. Jules Alinguetti aussi entre en danse par rapport à sa patrouille financière. Là, c'est justement la question de la réforme, l'initiative de la réforme, le chef de l'État avait prise et qui impacte sur le budget en créant cette réforme au sein de l'IGF. Oui. Et l'inspecteur de l'IGF, M. Jules Alinguetti, fait un travail remarquable qui aujourd'hui impacte sur le budget. Au-delà de l'IGF, il y a d'autres réformes telles que la création de l'agence de la coordination de pilotage de projets signés entre le privé, les partenaires privés et le gouvernement. Et là aussi, il y a une réforme parce qu'à l'époque, toutes ces agences qui signent le partenariat avec le gouvernement ont la responsabilité de travailler sur le social de la population. C'est-à-dire, en contrepartie, il y a des écoles, des hôpitaux, de centres de santé, toutes ces choses, des bâtiments administratifs, ils devraient construire dans le cadre de retour dans le secteur social. Vous comprenez? Mais ils n'ont jamais fait ça. Des années, non jamais. Et on a évalué ces chiffres au-delà de 3, 4, 5 milliards de dollars américains. Qui est entré dans les poches des individus. Qui est entré dans les poches des individus et dont l'État n'en bénéficiait pas. Alors, le chef de l'État a créé la réforme en créant l'agence. Et dans cette agence, il a mis en place un avocat qui est là. Je salue en passant Maître Freddy, tout ça. Je le salue. Donc, aujourd'hui, c'est lui qui est en train de piloter cette agence dans le sens que ces financements-là rentrent pour l'intérêt de la République. Qu'il y a une traçabilité. Qu'il y a une traçabilité. Vous comprenez? Oui. Donc, ça, ce sont les grandes réformes que le chef de l'État est en train de faire, qui ont un impact. Alors, je reviens à cette question de l'emploi. Ça, c'était une parenthèse. Cette question fait que quelqu'un qui, pour avoir les revenus, bénéficier de ces revenus, doit avoir de l'emploi. Mais comment tout le monde peut avoir cet emploi? Quelqu'un qui est en Kuboko, quelqu'un qui est en Lukolela, quelqu'un qui est à Bolobo, à Yumbi, quelqu'un qui est à Mouaneditou, quelqu'un qui est dans un village, dans un coin, entre guillemets, un peu perdu. Comment est-ce qu'il va avoir l'emploi? Il n'est pas obligé de venir à Kinshasa. Voilà pourquoi le chef de l'État a conçu ces programmes de 145 territoires. PEDEL, 145 territoires. Pourquoi?
Parce que les territoires sont des entités territoriales décentralisées. Ils ont comme une personnalité juridique, ils peuvent faire un développement local. Donc, ils ramènent tout ce qui peut se faire dans une grande ville comme Kinshasa, ils le ramènent dans les territoires. C'est-à-dire, dans les projets des 145 territoires, la question de l'emploi est là-dedans, la question de développement de l'économie locale est là-dedans, la question des infrastructures de base est là-dedans, la question des infrastructures du genre routière, tout ça, relance de l'agriculture, tous ces projets, logements sociaux, se retrouvent là-dedans. Donc, ce qui fait que chaque territoire va se voir avec une économie boostée. Chaque territoire va se voir avec le développement de ces différentes activités. Et ce qui fait que le monsieur qui est dans ce village-là ne cherchera pas à venir à Kinshasa parce qu'il va obtenir son travail, son emploi sur place. Et c'est cette logique-là que fait justement le coordonnateur de l'agence, le pasteur Freddy, le maître Freddy Chembo, tout simplement dans le sens aussi, tous ces financements qui s'est retrouvé dans les poches des gens ou qui fait que les différents partenaires doivent à la République démocratique du Congo, ces financements vont en appui soutenir également les différentes actions qui se font dans le cadre de ces projets. Donc, ça, c'est l'action du génie. C'est l'action d'une intelligence assez élevée. Et nous saluons ces projets. Et ça, c'est la clé du développement de notre nation. Et le chef de l'État lui-même l'a dit, 2023, il va se concentrer sur ces projets-là de 145 territoires. Merci beaucoup, Fioun Ndoboni. Nous allons parler de l'ONA. Nous sommes en train de chuter. Nous allons parler de l'ONA. Vous êtes aussi président de l'Ordre national des architectes du Congo. D'entrée de jeu, il y a, je ne sais pas moi dire, un désordre où je venais de suivre dernièrement une émission avec votre collègue, pour ne pas le citer, votre confrère. C'est comme ça qu'on vous appelait, confrère. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avez arrangé les choses? Aujourd'hui, quel est le bilan par rapport à tout ce que vous avez fait? Quel est l'apport que l'ONA a porté aujourd'hui pendant ces 4 ans? Bon, je vais revenir sur l'apport. Évidemment, vous avez parlé de cette question. C'est un usurpateur, en fait. Hein, quelqu'un qui a été président de la Société des architectes. La loi a été promulguée. Pendant que la loi a été promulguée, il est resté président pour les 2 ans de transition. Et la loi exige à ce que dans les 2 ans, il fallait qu'il y ait les premières élections. Il y a eu des élections. Que vous avez gagné. Absolument, il y a eu des élections. Nous sommes des républicains. Et nous avons suivi une vidéo où il disait que il vous félicitait. Justement, il félicitait, on s'est salué, on a fait des photos. Il a promis le soutien et tout ça. Bon, 48 heures après, je ne sais pas ce qui s'était passé. Il y a eu un revirement total. Et dans ces revirements-là, il est allé en justice, hein, demandant que, malgré tout ce qu'il a fait en justice, il est allé au Conseil d'État pour avoir la suspension de fonctionnement des activités de l'ordre. Évidemment, il y a eu un référé, liberté, ce sont des termes que j'ai connus, référé, liberté, de suspension, tout ça, qui ont été contradictoires. Mais la chose la plus importante, c'est que la Cour d'appel, qui était l'organe principal où il était allé déposer sa plainte, s'est prononcée là-dessus. Et ça ne l'a pas soutenu, ça a rejeté. La décision était contre sa demande. Okay. Donc, la décision c'est contre sa demande et nous a mis dans une situation... Ça, c'est depuis septembre 2021. Vous savez, quand on est un dirigeant, on est un responsable, on n'aime pas apporter les choses sales dans les endroits, milieux publics. Donc, on ne voulait pas avoir une attitude de triomphalisme, tout ça, mais c'était plutôt une gestion saine de l'organe qui est nôtre, surtout dans ce secteur si important qui est la Corporation des architectes. Okay. Bon, par rapport à votre rapport, je disais... Je vais revenir sur l'apport. Et sur le plan international, justement, cette question, il a amené le dossier sur le plan international pour salir l'image justement du pays, mais ça a été réglé. Aujourd'hui, il essaye de faire toutes ces aventures-là pour souiller l'image, mais du moins, c'est déjà un échec. Mais du moins, en interne, la corporation fonctionne. Sur le plan international, la lignée a été suffisamment organisée et nous interpellons seulement que ce ne sont pas des attitudes dignes qui aident le pays à aller de l'avant. Ça salit l'image et ça salit même notre corporation.
Heureusement, nous avons une attitude pour ne pas, comme on dit à Lingala, mais en interne, au meilleur moment, la discipline de la corporation fera son travail. Ok. Alors, l'apport maintenant de l'ordre. Cette année, vous savez, quand il y avait une mission économique, belge, que le chef de l'État a initiée, et que les Belges sont arrivés ici au mois de mars 2022, oui. Et au cours de cette mission-là, qui a précédé même l'arrivée du roi de Belge, donc au cours de cette maison, il y avait... au cours de cette mission, il y avait quelque chose concernant les architectes, parce qu'il y a un partenariat qui a été signé entre l'Ordre national des architectes et l'Université libre de Bruxelles, l'ULB. Et ces partenariats-là facilitent aujourd'hui les étudiants qui finissent ici en RDC, commencer le 3e cycle sans difficulté à l'Université libre de Bruxelles, la faculté d'architecture, vice-versa, la recherche, la formation continue, ainsi que certains aspects techniques dans le cadre de dans ces partenariats que nous avons signés avec l'Université libre de Bruxelles. Ça, c'est des 1. Et quand le roi de Belge est arrivé, vous allez vous souvenir, dans son discours, il a fait allusion justement à ces partenariats, l'échange entre les différents architectes de la RDC et de la Belgique. Et c'est dans ces cadres-là, justement, que je suis arrivé à Bruxelles au mois de septembre de l'année dernière. Oui. J'ai été invité par l'Ordre des architectes belges pour qu'on commence déjà cette discussion d'échange entre l'Ordre des architectes belges et l'Ordre des architectes de la RDC pour que les architectes qui sont inscrits au tableau de la République démocratique du Congo, sans difficulté, aillent exercer directement en Belgique, vice-versa. Donc, ça, c'est un partenariat important. On a déjà fait de base de départ. Nous allons, cette année, finaliser pour qu'il y ait une ratification entre les deux États. Parce qu'en fait, ce sont les deux ministres des Affaires étrangères qui devront signer parce que ça sera un engagement entre État et État. État, oui, État. Le principe de réciprocité. Nous, sur le plan technique et dans la préparation du dossier, nous sommes déjà en train de travailler avec une commission qui a été mise en place et j'ai été assisté à la rentrée solennelle de l'Ordre des architectes belges et on a fait ce travail. Il y a ce protocole qui a été signé. Je crois que ça va être diffusé. Vous allez avoir, les images sont là. Certainement, vous les diffusez déjà. Donc, c'est un grand travail qui s'est fait. Nous étions à l'Union des architectes d'Afrique où nous avons présenté un candidat, le Congolais, en passant... bon, ça je garde. Nous avons présenté un candidat congolais et ce candidat a gagné aux élections. Donc le président de l'Union d'architectes d'Afrique aujourd'hui, c'est un Congolais, le confrère Donatien Kassayet. C'est lui le président de l'Union d'architectes d'Afrique. C'est nous qui avons présenté sa candidature. Et il a gagné aux élections. Il a gagné contre la Tunisie. Félicitations, monsieur le président. Donc, il a gagné contre la Tunisie. Et nous saluons... Il est à Kinshasa? Il est à Kinshasa. Bon, on va le chercher par vous. Pourquoi pas le recevoir aussi ici, voir ses projets. Oui. C'est un appel, nous vous lançons déjà un appel si vous allez suivre cette émission. Sinon, le président Fillou va transmettre le message. Mais nous vous félicitons. Parce que c'est une exception. Voilà, il est le président de l'Union d'architectes d'Afrique. Oui. Alors, il est vice-président mondial, parce que le président du monde a 5 vice-présidents. Par continent. Par continent. Chaque président du continent est son vice-président. Donc, vous comprenez que le Congo est porté trop haut. Et c'est la conséquence du travail que nous avons fait. Nous avons fait un lobbying important à Madrid. Parce que tout ça, ça entre dans le cadre de la vision du chef de l'État, changer la perception des autres sur nous. Nous, en tant qu'architectes, nous avons joué ces rôles-là. Nettoyer l'image ternie hier. Oui, ternie hier. Et que d'autres confrères continuent à le faire encore aujourd'hui. Vous comprenez? Donc, cette année, nous allons finaliser ce travail. Cette année, les 3 ans, ça va vite, hein, il y aura élection au sein de l'Ordre des architectes. Nous allons organiser ces élections. L'année prochaine. Au mois de décembre, nous allons organiser, parce que ça fait 3 ans que nous sommes là, dans les 3 ans qui ont été dérangés par certains usurpateurs, tout ça. Mais du moins, on va aller aux élections et pour que le cycle continue normalement. Donc, vous comprenez, cette année, nous allons régler la question des stagiaires des architectes, parce que la loi exige 2 ans de stage probatoire avant
commencer à exercer. Okay. Alors, cette année, nous allons régler également cette question des différentes formations, écoles d'architecture qui naissent. Il faut qu'on règle cette question parce que les architectes qui sortent de ces écoles doivent... Est-ce qu'ils ont qualité? Ils ont les compétences? C'est tout ça qu'on doit régler. Parce que, imagine un peu que j'avais échangé avec le premier président à l'époque, Vundoa, et du Conseil d'État, qui m'a dit, président, en tant que président de l'Ordre des architectes, vous devez comprendre, au-delà de toutes les décisions que vous devez prendre, vous êtes une institution d'utilité publique. C'est-à-dire, vous devez trouver des solutions aux problèmes de la République. Alors, imagine, les parents envoient les enfants pendant 5 ans, ils paient le Mirleval, l'enfant a étudié 5 ans, il est produit, il est livré. Au même moment, nous avons des difficultés insuffisantes de nombre d'architectes. Au niveau de la République, on a moins de 2000 architectes. Moins de 2000. On ne sait même pas envoyer les architectes dans les différentes communes ou territoires, je ne sais pas quoi. On ne peut pas le faire, c'est insuffisant. Alors, maintenant, on va régler cette question de ces différents architectes qui terminent dans ces différentes écoles. Que devons-nous faire? Est-ce que devrait-il rester comme ça? Ou il faut voir comment leur donner le numéro d'ordre et par quel mécanisme? Il faut le remettre à niveau. Il faut qu'au niveau, avec le ministère de l'Enseignement supérieur universitaire, régler la question documentaire, de la loi, tout ça. Toutes ces choses, nous devons le régler cette année. De manière à ce que, du moins, l'ordre des architectes règle cette question, qu'il y ait disponibilité et que l'architecte soit partout, disponible partout. Si vous allez à Bumba, si vous allez en Kuboko aujourd'hui, si vous allez à Bokangamoy, vous ne trouverez pas un architecte. Et pourtant, là aussi, ils ont besoin d'architectes. Merci, Fiyou Ndondoboni. Nous sommes en train de chuter et d'arriver à la fin de l'émission. En 1 minute, 2 minutes, vous pouvez aussi faire, parce que nous parlons du bilan du président de la République sur le plan diplomatique. Votre lecture? Avant de revenir sur le bilan positif, sur le plan diplomatique, surtout, j'ai dit sincèrement aux architectes que nous avons ouvert le tableau qui va être publié au mois de mars. Les inscriptions sont ouvertes et chaque architecte est censé venir au sein de l'ordre pour régulariser sa situation, la cotisation annuelle. Revenons sur le chef de l'État. Sur le plan diplomatique, un travail de maître a été fait, un grand travail. Parce qu'aujourd'hui, hier, la perception qui était nôtre était très négative. Aussitôt que le chef de l'État a eu le pouvoir, il a voulu changer cette perception, l'image du Congo. Vous savez qu'une image négative, tu ne sais pas vendre. Si tout le monde dans sa tête sait que cette personne a la sérieuxité, cette personne, c'est un voleur, personne ne viendra chez toi, il ne va même pas laisser l'argent chez toi parce que la perception est négative. Le Congo avait une image négative sur le plan international. Donc, le chef de l'État devait transformer cette image à une autre. Aujourd'hui, on parle du Congo comme un pays solution, comme une nation de paix, comme une nation qui apporte le bien-être, un partenaire fiable avec lequel on peut discuter et on va avoir le résultat voulu. Donc aujourd'hui, l'image du Congo est celle-là. Mais hier, ce n'était pas le cas. Et tout ça, grâce à sa diplomatie. Hier, nous étions dans une situation telle que même nos adversaires à l'Est, le M23 soutenu par le Rwanda, ces adversaires-là s'est caché sous une autre forme. Mais aujourd'hui, il est établi clairement dans sa stratégie diplomatique que l'adversaire qui soutient le M23, c'est le Rwanda, c'est établi. Et pendant qu'il attaque directement son adversaire, au même moment, parallèlement, il est dans la diplomatie, il sait aussi que derrière ce petit pays ou cette petite nation, il y a des forces qui le soutiennent. Voilà pourquoi il travaille sur les deux fronts. Parce qu'il ne peut pas apparaître aujourd'hui comme un obstacle. C'est comme Mukolo Zobundala Moa Mouké. Même si Mukolo a raison, même si moi Mouka a tort, ils vont seulement dire que parce que toi tu es plus grand, tu aurais dû. Les grands c'est la RDC. Les grands c'est la RDC, le petit c'est le Rwanda. Maintenant dans cette bagarre-là, le chef de l'État doit jouer également sur cette dimension stratégique, diplomatique, parce que les gens facilement disent que non, le Congo, écoutez, il faut quand même aller en dialogue, il faut quand même la diplomatie, il faut échanger. Pendant que l'enfant est impoli. Que l'enfant est impoli, il manque du respect. Vous comprenez? Donc, il faut jouer sur toutes les présences, toutes les données qui se présentent devant lui. Mais, à un certain moment, bon, ils étaient en Angola,
il y a eu des accords. Il dit, bon, je laisse quand même les choses évoluer. Je constate, tout le monde voit que le petit ne respecte pas les choses. Vraiment. Et qu'il est impoli. Ça a été constaté. Et voilà, les actions maintenant, on va montrer le petit à quel niveau il est et puis on va les recadrer. Donc, pour dire que, sur le plan diplomatique, il y a une action terrible et qu'aujourd'hui... On a levé l'autorisation, par exemple. Oui, mais voilà, je vais y revenir. Et cette question, à part de l'identification de l'adversaire, il y a également cette question de l'embargo, l'embargo militaire. Des années et des années. Je pense que beaucoup de Congolais ne savaient même pas qu'on était sous embargo. Mais le chef de l'État, par sa diplomatie, il a haussé le ton. Le pays qui soutenait officiellement là, le Rwanda à la France, c'est le même pays qui a également demandé, qui a condamné et qui a demandé qu'on lève cet embargo-là. Pourquoi? C'est l'action diplomatique. Donc, dans la vie, il y a des choses qui sont tellement claires, précises. Deux fois, ça ne sert à rien de dire que rien n'est fait. L'honnêteté exige de reconnaître et d'ajouter des éléments supplémentaires pour appuyer ou bien pour pousser à ce que ça se fasse mieux. Merci beaucoup. Vous êtes président du parti Orange. Ça sera un péché de finir cette émission sans pour autant vous donner même une minute pour parler du parti. En une minute, quel est l'état de santé de votre parti et quel est votre candidat? Parce que nous sommes 2023, c'est une année électorale. Je sais que chaque parti aujourd'hui a son candidat à la présidence. Je profite aussi pour féliciter le professeur Évariste Bochab qui a lancé son parti politique hier. Et il a annoncé officiellement que son candidat, c'est Félix-Antoine Tshisekedi. Et le vote, c'est lequel? Non, en fait, le parti Orange, au niveau de la présidence, il a un seul candidat. C'est le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Donc, nous allons contribuer à lui apporter la majorité au niveau du Parlement. Voilà pourquoi le parti va aller en élection en alignant de candidats députés nationaux, provinciaux et au niveau local pour apporter sa part dans la majorité au niveau du Parlement, mais au niveau de la présidence du président de la République, le parti Orange a un seul candidat, a toujours eu un seul candidat, c'est le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, que nous allons soutenir et que nous croyons qu'il va avoir ce deuxième mandat parce que les concrets existent et il y a tout un plan qui devrait s'achever de manière à ce que la population se développe beaucoup plus correctement encore. Merci. Votre mot de la fin? Le mot de la fin, c'est un message d'espoir. Le message d'espoir est lié à notre identité en tant que peuple, en tant que nation. Nous ne sommes pas n'importe quel peuple. Nous sommes un peuple fort, grand et puissant. Et comme tel, notre identité est celle de la grandeur. J'aimerais dire à chacun de nous, quelle que soit la médiocrité qui veut nous tirer vers le bas, restons toujours attachés à notre identité de la grandeur. Et rassurons-nous du réveil d'une génération, de ce réveil du grand géant qui est le Congo, sous le leadership du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, va nous faire atterrir vers notre destinée de la grandeur. Parce qu'ensemble nous pouvons et ensemble nous devons sous son leadership. Que Dieu bénisse les Congo et tout son peuple, ainsi que son chef de l'État et ses dirigeants. Merci. Fiyou Ndondoboni, c'était un plaisir et nous vous disons merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous allons organiser encore d'autres émissions, pourquoi pas. Vous êtes un habitué de ces magazines. À vous également, chers téléspectateurs, nous disons infiniment merci de l'attention particulière que vous nous avez. À vous également, merci. Merci, oui. Nous vous disons infiniment merci de l'attention particulière que vous nous avez accordée. Le rendez-vous est pris pour le prochain numéro. Mais si vous nous avez pris en cours, nous avons reçu pour vous M. Fiyou Ndondoboni, président du parti Orange, président de l'Ordre national des architectes. Avec lui, nous avons parlé du bilan du président de la République. La matière est tellement abondante. Nous n'avons pas vidé, mais nous pourrons peut-être dans les jours à venir, pourquoi pas, organiser un autre numéro. Vous n'êtes pas encore abonné sur notre chaîne YouTube, abonnez-vous massivement pour ne rien rater par rapport aux diverses reconstructions, diverses modifications et travaux qui s'enregistrent dans le Congo profond, tout comme à Kinshasa. Nous vous disons de vous abonner massivement. Le rendez-vous est pris pour le prochain numéro. Au revoir et à bientôt.